Les Pictes. Le souvenir de ce peuple antique a, comme de nombreux autres, traversé les âges jusqu'à nous. Mais au fil des siècles, comme c'est souvent le cas, mythes, récits et réalités se sont étroitement entremêlés pour faire naître dans l'imaginaire collectif une image relativement biaisée du peuple picte. Alors, qui était-il vraiment? Vous êtes sur Langue de Dragon et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre du peuple picte. Petit, primitif, cruel, les Pictes ont souvent été dépeints par les écrivains de fantasy comme un peuple sauvage uni en tribus animistes autour de chamans pratiquant les sacrifices humains, voire le cannibalisme. Au début du XXe siècle, l'écrivain américain Robert E. Howard, père de Conan le Barbare, mettra en scène les Pictes à travers une série de nouvelles, notamment consacrées à Bran Mac Morn, qu'il présente comme le dernier chef Picte à s'opposer aux Romains. Dans ces récits, les Pictes vont jusqu'à prendre la forme de loups-garous sanguinaires. Au-delà de cette représentation fantaisiste, les Pictes, peuple celte du nord et de l'est de l'Écosse, auraient vécu du 1er au Xe siècle de notre ère. Les principales sources historiques que nous avons sur le mode de vie des Pictes nous viennent des Romains, qui les ont longuement combattus, et des écrits médiévaux irlandais, notamment du moine Bède le Vénérable. Les Pictes sont décrits par les Romains comme des barbares sanguinaires, recouverts de peintures bleues et se battant nus. Nous reviendrons sur les fameuses peintures corporelles un peu plus tard dans cette vidéo. Le problème est que les Romains avaient une fâcheuse tendance à qualifier tous les peuples ennemis de barbares et à déformer leur attitude culturelle. La réalité est sûrement très différente des mythes et de la fiction. Les Pictes ne formaient certes pas de royaume unifié, mais étaient organisés en sociétés claniques distinctes et structurées, chacune possédant son propre chef et ses propres coutumes. Il arrivait cependant que les Pictes s'unissent pour combattre des envahisseurs communs, tels que les Romains ou les Scandinaves. On sait, grâce à Bède le Vénérable, que le système de succession royale des Pictes était matrilinéaire, ce qui signifie que la transmission passait de l'oncle maternel au fils de sa sœur, et non à ses propres fils. Ce système permit un certain brassage, et c'est ainsi que le roi Picte le plus connu fut en fait le Scot Kenneth Mac Alpine, qui unit sous sa bannière tous les clans Pictes ainsi que les peuples scots en 843, formant ainsi les prémices du royaume d'Écosse. Leur résistance face à l'envahisseur romain a d'ailleurs rendu les Pictes célèbres jusqu'à nos jours et a contribué à leur donner une image très guerrière. Et il ne fait aucun doute que les Pictes étaient de grands guerriers, mais il est difficile de savoir précisément à quel point cela impacta leur société. Les Pictes vivaient dans de petits villages, ils pratiquaient l'agriculture, l'élevage et avaient un artisanat développé. Les brores, restes de tours circulaires en pierre qui parsèment l'Écosse, sont aujourd'hui encore les traces les plus visibles de la culture picte. Les brores sont sans doute les vestiges de forts militaires pictes capables de résister aux assauts romains. Les conquêtes romaines en Grande-Bretagne commencèrent en 43 après Jésus-Christ, sous l'empereur Claudius, même si Jules César y envoya déjà quelques expéditions auparavant. Cependant, la campagne romaine en Bretagne fut ponctuée d'échecs. Les Romains réussirent à prendre la moitié sud de l'île, mais leur progression vers le nord fut bloquée par la résistance menée par les peuples celtes, notamment les Pictes. C'est pour se protéger des assauts incessants des Pictes que l'empereur romain Hadrien fera ériger un gigantesque mur, long de 117 km et flanqué de 300 tours, séparant les terres conquises par les Romains au sud des terres celtes du nord. Il sera nommé le mur d'Hadrien. Ce mur, les Pictes l'ont passé plusieurs fois dans leurs raids dévastateurs. Il est aussi connu pour avoir inspiré le mur de la garde de nuit dans les romans de George R.R. Martin et dans la série Game of Thrones. Même si, il faut bien le dire, le véritable mur d'Hadrien était bien moins imposant. Bref, les Pictes et les Romains s'affrontèrent jusqu'en l'an 84 après Jésus-Christ, année à laquelle Rome abandonna tout rêve de conquête en Bretagne. Les Pictes perdurèrent encore des décennies après la chute de l'Empire romain et affrontèrent même les invasions vikings. Certes, les Pictes semblent avoir été coriaces et valeureux, mais ils sont loin de l'image primitive qu'on leur attribue dans la culture fantasy. Leur langue par exemple était sûrement celtique. On pense qu'elle faisait aussi partie des langues dites insulaires, plus précisément du groupe brittonique, dans lequel se trouve aussi le breton. Cependant, des moines irlandais nous apprennent que la langue des Pictes était incompréhensible, ce qui ouvre la voie vers une autre hypothèse. En effet, certains linguistes et historiens ont émis l'idée que le picte n'était pas une langue indo-européenne. Je vous renvoie vers ma dernière vidéo sur le proto-indo-européen si le sujet vous intéresse.
ou alors une langue celtique, mais avec de nombreux emprunts et influences provenant d'une langue non indo-européenne. Il y a même des théories qui rattachent le picte à l'étrusque ou bien à la langue basque. L'une des caractéristiques emblématiques des Pictes est bien sûr leur peinture corporelle. Le mot picte viendrait lui-même du latin pictus, qui signifie ceux qui sont peints ou les hommes peints. L'écrivain Terry Pratchett, auteur du Disque Monde, s'inspire de cette caractéristique connue pour représenter les Nacmacfigel, sorte de peuple fée à la peau bleue car fortement tatouée ou peinte. Dans le film Braveheart, William Wallace, chef écossais, arbore lui aussi, ainsi que ses guerriers, des peintures bleues pictes, aussi anachroniques d'ailleurs que leur kilt. Le nom de Picte ayant été donné par les Romains, on est à peu près sûr que les Pictes se peignaient le corps, notamment avant d'aller à la guerre, mais peut-être aussi au quotidien. Nous ne savons pas si les motifs bleus sur le corps des Pictes étaient peints, ou bien s'il s'agissait de tatouages, peut-être même d'un mélange des deux. De manière assez similaire à certains peuples natifs d'Amérique du Nord, les marques sur le corps auraient eu un rôle d'indicateur hiérarchique dans la société picte. Les tatouages sur les bras, le torse, le dos ou le visage indiquaient sans doute le rang social de l'individu, s'il est marié ou non, sa profession ou d'autres choses encore. De la peinture était sûrement ajoutée aux tatouages avant les combats ou bien pendant les rituels religieux. La teinte bleuâtre des peintures corporelles pictes était obtenue grâce aux plantes telles que la pastel, aussi appelée guède. Cette fleur produit un pigment bleu qui était notamment utilisé durant l'Antiquité et le Moyen-Âge pour la fabrication de peintures ou la teinture de vêtements. Une autre partie majeure de l'art picte sont les pierres gravées. Les pierres pictes datent du Xe siècle de notre ère et furent principalement retrouvées dans les Highlands écossais. Il s'agit de massifs pierres gravées de divers symboles, notamment des animaux, des plantes, des hommes et des femmes. Les pierres pictes restent un mystère. Leur utilité est encore débattue parmi la communauté scientifique. Il est fort probable que ces pierres aient servi de totem pour les clans, ou de balises marquant des tombes ou des lieux sacrés. Quelques pierres pictes présentent aussi des symboles chrétiens, notamment des croix, ce qui témoigne de la conversion des Pictes au christianisme vers la fin de leur histoire. Les autres artefacts reconnus de fabrication picte comprennent principalement des peignes en os, des épingles de cuivre, des broches, des galets-peints et d'autres petits bijoux en cuivre et en bronze notamment. Donc, dans notre imaginaire collectif, les Pictes renvoient à un peuple mystérieux et mal connu. Il suffit de jeter un coup d'œil aux films, aux jeux de rôle, aux récits anciens ou modernes pour constater cela. La raison pour laquelle les Pictes nous apparaissent si insaisissables vient sûrement de la description qu'en ont fait les Romains, ainsi que de nombreuses spéculations faites à leur sujet au Moyen-Âge tardif et au XXe siècle, surtout avec la vague du médiévalisme. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, le spécialiste de l'Antiquité et folkloriste David McRitchie a développé ce qu'on appelait à l'époque la théorie des Pictes pygmées. Il considérait de façon très sérieuse que les fées n'étaient rien de plus que des Pictes qui selon lui étaient de très petite taille. Pour preuve, il signale les petites portes et les petites pièces de leurs habitations ainsi que la taille réduite des tumuli pictes. Il se référait à des écrits anciens comme celui d'Adam de Brême qui, dans Historia Norvegiae, décrit les Pictes des îles Orkney comme à peine plus grands que des lutins. Cette théorie est assez intéressante, mais n'est pas soutenue par des preuves assez solides. De nombreux autres folkloristes ont fait un lien entre les Pictes et les fées, mais aussi entre les nains et les lapons, ou les sirènes et les inuits. Et finalement, que sont devenus les Pictes ? Les Pictes subsistèrent assez longtemps dans le nord de l'Écosse. Ils durent faire face aux Vikings et aux Anglo-Saxons à maintes reprises. La fin des Pictes fut paradoxalement causée par leur première unification par Kenneth MacAlpine. Celui-ci réunit tous les peuples pictes, mais aussi les Gaëls et les Scots, deux autres peuples celtes d'Écosse, sous une seule et même bannière. L'identité culturelle picte persista encore sur plusieurs générations, mais les Pictes finirent par se mêler aux Gaëls et aux Scots, et à se convertir au christianisme, devenant ainsi les ancêtres des Écossais. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un like et à laisser un commentaire pour aider la chaîne. Moi je vous dis à bientôt et je vous souhaite bien sûr de passer de bonnes fêtes.